Bonjour. Bon, s'il y en a qui sont là depuis 14 heures, vous devez en avoir marre de voir ma tronche, je vous rassure, je commence aussi à fatiguer, donc vous m'excusez d'avance. On va parler d'agilité, on va parler de transformation agile, d'agilité, d'un mot qui englobe plein de choses. Et on va s'essayer à un exercice un peu particulier, on va confronter des experts, à deux entreprises qui utilisent l'agilité de manière différente, puis on va vous mettre à contribution aussi, car le but c'est que vous prépariez un maximum de questions qui vont challenger nos experts et qui vont aussi challenger un peu les entreprises. Donc je vais laisser la parole à nos deux experts qui nous expliquent un petit peu ce que c'est que l'agilité, qu'est-ce qu'on met là-dedans. Donc bonjour, je m'appelle Romain Couturier et la question que tu poses, Maud, elle est bien parce que c'est celle qu'on nous pose à peu près partout. Il y a plusieurs versions en fait de réponses. Je vais vous donner celle qu'on entend la plus classiquement. L'agilité, vous collez des post-it au mur. Et puis comme ça vous fait un projet logiciel. Voilà. Faut pas se mentir, hein, l'agilité c'est ça aussi dans pas mal d'esprits. C'est pas forcément faux en termes d'outillage, mais c'est pas que ça. Donc l'agilité, ça va être si on essaye un petit peu de développer un peu plus, pompeusement, on va dire que ça va être un ensemble de principes et de valeurs qu'on va essayer d'inculquer, ou en tout cas de développer au sein d'une équipe pour qu'elle soit plus efficace dans son quotidien et pour développer un produit qui satisfait des utilisateurs. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Laurent ? En fait, je vais faire une réponse parallèle qui est plutôt du coup historique, parce que tout est vrai. L'agilité, ça a commencé en 2001, on va dire la première formalisation, avec la formalisation de principes et de valeurs par un certain nombre de personnes qui n'étaient pas d'accord avec les manières traditionnelles de faire du développement logiciel. Puis au fur et à mesure, ça a débarqué en France, surtout au niveau des pratiques et des principes de techno, de développement agile. Et puis après, on a eu en 2005-2006, ça a commencé avec comment est-ce qu'on développe un produit en agile. On ne parlait plus de projet, mais de produit. Et là maintenant, au fur et à mesure que ça remonte les strates des sociétés, au début juste les équipes de dev, maintenant vous avez aussi entre le métier, le dev et la prod, tout le courant DevOps qui est finalement en parallèle, qui est une extension. On a tout ce qui est management aussi, management agile, comment ça fonctionne. Donc là, on va parler de développement de produits agiles. Et il y a la troisième strate qui est vraiment la transformation de transformer une entreprise en entreprise agile. Et alors là, ça touche tous les secteurs, tous les services, le marketing, la finance, les RH, le juridique. Et donc maintenant, l'intervention de l'agilité, on va dire, elle est globale, elle accompagne à merveille la numérisation de l'économie, la transformation digitale des entreprises. Voilà. Réponse complémentaire. Juste pour savoir, dans la salle, avant d'avoir les retours d'expérience d'entreprise, combien utilisent l'agilité, tout domaine confondu? Vous êtes venu faire quoi dans la conférence pour savoir? Des réponses, des questions? Qu'est-ce que vous venez chercher? Des réponses et des questions, ok. Alors, on a deux entreprises qui vont nous expliquer comment ça marche chez eux. On va commencer par les demoiselles. Luc, je suis désolée. Donc moi, je m'appelle Julie Ducaté, je travaille chez Attestation Légale. Je suis chargée de fidélisation, mais aussi ambassadrice de la société. Donc en fait, je vais venir, lors de conférences ou de groupes de travail, parler de notre organisation. Nous, l'agilité, on la trouve plutôt donc au niveau même du fonctionnement de l'entreprise, du management, etc. On peut nous qualifier d'entreprise libérée. On préfère le terme entreprise partagée. Et donc je ne sais pas si tout de suite je donne des petites anecdotes, des choses qu'on a mis en place. Donc par exemple, on travaille beaucoup avec des post-it, justement. Par exemple, pour travailler beaucoup sur la culture de l'entreprise, on a défini des valeurs autour desquelles on se rejoint, des phrases qui nous caractérisent également. Donc ça, c'est une des premières choses. Alors, on utilise beaucoup aussi l'intelligence collaborative, ce qu'on peut retrouver dans les principes de l'agilité. C'est-à-dire qu'on va travailler avec nos clients pour vraiment créer notre produit. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais donc Attestation Légale, c'est une plateforme de dématérialisation de documents. Donc pour transmettre un dossier administratif entre fournisseurs et clients. Et on travaille avec eux vraiment pour améliorer notre produit. On a par exemple créé la communauté HCC, donc Happy Collaborative Clients,
qui nous permettent d'échanger avec eux, d'échanger entre eux pour améliorer notre produit. Une autre petite anecdote, une chose qu'on a mis en place lorsqu'on parle d'agilité, on est tous, le pouvoir est partagé entre guillemets, on est tous entrepreneurs. On a mis en place dans notre société une cagnotte. Donc, au début, il y a eu 40 000 € qui ont été mis, on n'a pas encore tout utilisé. Et en fait, chacun peut utiliser la cagnotte donc, pour faire ce qu'il a envie dans l'entreprise, donc que ce soit acheter des caissons pour ranger nos affaires personnelles ou faire un film pour promouvoir l'entreprise, pour expliquer comment inviter des clients, etc. Et pour ça, on a juste besoin d'avoir l'avis de 5 personnes dans l'entreprise, qui soient positifs ou négatifs, et de prendre notre décision en fonction de cet avis-là. Ces 3 petits exemples, je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais je vais laisser la parole donc, à mon... Allez. Bonjour à tous, donc Luc Romano, j'ai le plaisir de présider JetPulp. Donc la particularité de JetPulp, c'est que c'est une agence web. Ça veut dire qu'on fait du technique, du marketing, du conseil, de l'hébergement, et on fait plein de choses où l'agilité n'avait pas spécialement sa place historiquement. Et surtout, le cas particulier, c'est que nous, on fait de l'agilité pour des projets qu'on commercialise pour nos clients. C'est un peu particulier d'un éditeur, c'est-à-dire que l'éditeur, comme tu le disais, peut inviter des clients pour voir comment faire évoluer son produit, comment améliorer, faire le côté très participatif. Nous, en l'occurrence, on utilise l'agilité pour développer ce que commandent les clients. Et ça sera un des points qu'on échangera tout à l'heure, messieurs, parce que c'est un sujet un peu particulier. Pour reprendre l'historique, nous, ça fait un peu moins de 3 ans qu'on utilise maintenant l'agilité, plus dans nos process. Tu parlais d'entreprises libérées. Je pense que l'agilité et le développement, ce que tu exprimais tout à l'heure, et le développement de l'agilité vient de ce développement d'entreprises libérées qui n'ont rien à voir, mais qui, de fait, répondent à la même problématique, qui est la mobilisation des équipes. Et c'est un des gains de l'agilité dont on parlera. Et sur le côté mise en œuvre, nous, on s'est retrouvés tout à fait connement il y a quelques années sur une prod qui était complètement saturée et qui était totalement grippée, qui n'arrivait pas à avancer. Et comme l'agilité, c'était l'Arlésienne, où tout le monde en parle mais personne ne l'a vu, on s'est dit, ça doit être génial. Et grâce à ça, ça a fonctionné. Mauvaise nouvelle, pas de bol, ça n'a pas marché comme ça. La recette magique et miraculeuse n'a pas fonctionné juste par un coup de baguette. On a plus récupéré l'agilité sur des process, sur de la méthodo, sur l'utilisation. Alors c'est sûr que le budget post-it en interne a explosé, ça c'est clair, ça t'as entièrement raison. À un moment donné, on met même des post-it quand il n'y en a pas besoin, donc voilà, faut voir les limites du modèle. Mais le côté post-it, moi plus entre guillemets en externe parce que je ne participe pas à tous les ateliers, le gros intérêt, c'est le côté participatif du post-it. Voilà. Et c'est l'intérêt, on en rigole entre nous parce qu'il y a une vraie méthode pour coller les post-it et les faire qu'ils ne se décollent pas. Ça, c'est dans les anecdotes aussi important. Quand vous passez l'après-midi à bosser sur les sujets et que vous perdez tous les post-it, vous allez un petit peu couillon. Mais en dehors de ça, il y a aussi tout ce que vous mettez dans les post-it. Donc il y a vraiment l'agilité en termes de process et en termes de règles. Parce que quand on parle d'entreprise libérée, c'est un peu comme l'open source dont on parlait tout à l'heure. L'open source, c'est pas gratuit. Le côté libéré, c'est pas libre de tout. Et le côté agilité, ça veut pas dire qu'on est souple à faire des grands écarts. C'est une question de process et d'habitude de mise en œuvre. Sur vos différences entre tous les deux, vous ne consommez pas de la même manière l'agilité, quels sont les freins que vous avez rencontrés ? Nous, donc, au niveau du fonctionnement de l'entreprise et de faire rentrer l'agilité au sein de l'entreprise, un des freins qu'on a rencontrés, c'est qu'on est une entreprise très jeune. La moyenne d'âge, c'est à peu près 27 ans. C'est souvent des jeunes diplômés qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Et quand on leur donne trop d'autonomie, ou ils n'ont pas forcément assez de compétences également, ça peut parfois être problématique. Les projets ne vont pas forcément au bout, on a plein d'idées, mais voilà, on a du mal à se lancer des fois et puis surtout à tenir le cap et aller au bout de son projet. Ça a été le coup des post-it au démarrage. Bon, les gens comprenaient pas trop, se disaient c'est quoi ce nouveau jeu qu'on va faire pendant les réunions. Ça met du temps à se mettre en place et les jeunes de ma génération, si je puis dire, sont en attente de ça, veulent de l'autonomie, excusez-moi, veulent de l'autonomie, des responsabilités, mais pour autant ils ne sont pas forcément prêts
à le mettre en œuvre, voilà, à être responsable réellement. Donc ça, c'est un des freins qu'on a pu rencontrer. Je te laisse. Non, pour le moment, vous n'avez pas le droit, vous. Non, pour l'instant, tu dis rien. Tu notes. Vous notez. Tu fais comme Romain, tu notes. Tu prépares tes réponses. Le côté responsabilité, c'est un problème très français qu'on retrouve aussi dans les entreprises, y compris en mode agile. Donc ça, c'est un point important pour toutes nos entreprises. La plus grosse difficulté qu'on a, nous, rencontrée, c'est la frilosité du marché. On va considérer, dire un mot un peu agressif, c'est qu'on est dans un marché, alors le côté agence web, un marché qui est totalement immature, dans le sens où le TQ du tout le temps, tout de suite, est de rigueur. C'est-à-dire que le gros souci qu'on a avec l'agilité, je donne l'exemple de l'open source, c'est pareil, c'est comme on est agile, c'est qu'on peut tout changer tout le temps. La règle de oui, on peut changer, mais par contre, il y a juste une conséquence qui va être dans le délai et dans le budget. Ça, on n'a pas envie, en fait. On n'a pas envie de l'entendre, et ça, c'est un des gros freins. C'est le côté immaturité du marché et sur le côté frilosité par rapport à ces sujets-là. L'autre point qui est lié à ça, c'est qu'on a une habitude dans notre domaine qui est du forfait. C'est-à-dire qu'on veut un prix, c'est-à-dire qu'on a une commande, on veut un prix, et on va être livré pour le prix. Si en plus on peut changer les méthodes, c'est-à-dire le beurre, l'argent du beurre, c'est top, mais par contre je ne veux pas perdre l'un pour l'autre. Et ça serait une de mes questions pour vous tout à l'heure, c'est comment on réagit face, parce que nos freins, forcément, on aimerait bien avoir les réponses, donc ça anticipe un peu nos questions, mais c'était les points clés qu'on a pu rencontrer sur le problème d'éducation et le problème de cible, puisque dans les freins, on a, nous, pris en recul de se dire qu'on avait des cibles sur le côté web qui étaient souvent des cibles marketing et pas souvent des cibles de DSI, et que historiquement, le côté agilité et régie sont quand même un peu liés, et l'approche DSI est souvent plus malléable pour aller dans ce sens-là que le côté marketing. On parlait sur la conf précédente avec la pénétration du marché américain où il ne fallait pas parler technique, il fallait parler uniquement usage et résultat, qu'on s'en foutait de la techno, on s'en foutait de comment c'était fait. Ben, le responsable marketing, c'est un peu ça aussi, quoi. Il passe une commande, il s'en fout de comment va être le site, de comment va être le plan market, il veut que ça marche. Donc il s'en moque qu'on puisse adapter les choses et qu'on puisse être agile. Ce qu'il veut juste, c'est que ça fonctionne dans son délai, dans son budget. Et là, il y a des vrais freins qui sont levés. Et dans ce que ça vous apporte ? Ce que ça nous apporte, nous, au quotidien, c'est justement plus de... Enfin, c'est un peu contradictoire, mais justement plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de marge de manœuvre. On a l'impression de... Voilà, c'est pas... nous, dans notre fonctionnement, donc... le management est revu aussi, les responsables n'ont pas forcément les mêmes rôles. Ils ne sont pas là juste pour dire tu fais ça et tu ne sais pas pourquoi, parce que c'est juste ton chef qui te l'a demandé. C'est vraiment... ils sont là, mon patron dit parfois, ils ont un rôle de leader-serviteur. Ils sont vraiment là pour nous suivre, nous apporter des réponses, mais nous laissent totalement l'autonomie. Le petit exemple que j'ai, c'est que donc là, je suis partie du service qui s'appelle Customer Success. On vient de le créer il y a 2 mois. On est 2. J'ai ma responsable au-dessus qui va m'apporter de l'aide, mais on a tout créé toute seule avec ma collègue. Les process, etc., sans que derrière... elle est là vraiment juste pour nous aider. Si on se plante, on se débrouille toute seule. Ce sera tant pis pour nous, on va dire. Elle sera là quand même pour nous soutenir. Ce que ça a apporté aussi, c'est vraiment une vraie cohésion dans l'entreprise. On partage vraiment des vraies valeurs. Les recrutements sont très axés là-dessus, d'ailleurs. Et voilà, je m'y sens bien. Je sais que j'aurais du mal, par exemple, à retourner dans une entreprise avec un management classique, avec une hiérarchie, des rôles, etc., bien définis. Après, j'espère que les entreprises libérées ou partagées, comme c'est le cas, comme on l'a appelé chez nous, vont aussi se développer de plus en plus. Et peut-être que je trouverai un boulot dans une entreprise qui aura ce mode de fonctionnement-là. Pour revenir sur le côté agilité, le gros apport, c'est l'implication. Et l'implication interne et externe. C'est-à-dire que quand on met en place le côté agilité, ça permet de responsabiliser les personnes. Alors c'est là où il y a un tri, parce que tous ne veulent pas être responsables. Donc forcément, il y a des changements dans les équipes qui sont compliqués à expliquer, parce que certains se disent « Mon Dieu, il y a du turnover, c'est pas normal ». On dit « Bah si, parce qu'en fait, on demande aux gens d'être responsables, donc tout le monde n'a pas envie de l'être. Et on peut
pas le dire aussi clairement aux équipes parce qu'il ne faut pas que ça soit mal pris non plus, mais le fond du problème est là. Donc il y a forcément un filtre, un filtrage qui se fait dans les équipes, ça c'est important, et une grosse implication après de ceux qui sont motivés pour le faire. Ça c'est vachement intéressant parce que ça permet aussi de responsabiliser les gens et donc de les mettre en valeur. Et souvent d'ailleurs ceux les plus moteurs sont parfois timides et méritent d'autant plus d'être mis en valeur. Et ça c'est un gros gain. L'autre gain, et du coup ça devient notre entreprise à tous et pas mon entreprise, et ça c'est un gain énorme parce que c'est juste le parallèle que tu faisais Julie sur le côté entreprise libérée. On est nous chez JetPulp fervent d'avoir un organigramme inversé et le plus plat possible, c'est-à-dire qu'au contraire le peu de managers présents sont au service des équipes, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une autonomie dans les équipes. Et l'agilité doit les rendre autonomes. Donc c'est un cercle vertueux. Donc dans l'organisation de l'entreprise, l'agilité, nous, égoïstement, nous a servi à ça. C'est aussi indirectement à faire passer le message d'avoir ce côté vertueux pour que le management ne serve le moins possible ou à rien, tant que possible. Et vis-à-vis des clients, il y a eu un gros gain de l'agilité qui était l'intégration des clients dans les décisions. Donc un gros dynamisme dans les équipes et avec les clients. Et ça, c'est un gain conséquent puisque ça permet de pouvoir avoir un dialogue permanent avec les clients, faire grandir en maturité ce que j'exprimais tout à l'heure. Donc ça, c'était un des points qui était pour le coup primordial dans l'agilité, d'implication du client dès le départ et de regrouper avec les équipes les conditions de succès. Voilà. Allez, on commence par la première étape du challenge. Messieurs les experts, je vous laisse analyser ce que nos entreprises ont dit. Vous choisissez quelle entreprise vous prenez et vous allez analyser ses manques, ses faiblesses, ses freins. On avait dit qu'on les challengeait les experts, donc allons-y. Oui, si vous avez des questions, on peut y aller, mais waouh, quelqu'un veut le micro? Bon, déjà c'est très représentatif parce qu'il y a ce côté un peu multi-usage, nettoyant multi-surface dans l'agilité. C'est que l'agilité, en fait, quand vous allez l'utiliser dans une start-up, ça ne sert pas à créer de l'envie, ça ne sert pas à créer de la motivation, il y en a déjà beaucoup. Ça sert en général plutôt à cadrer et à focaliser sur un endroit bien précis pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Et puis quand on met avec d'autres agilistes l'agilité en place, parfois c'est des grands comptes qui ont des business qui ont 60 ans, 200 ans, qui sont complètement sédimentés, où tout le monde est hyper spécialisé par silo. Et là on est obligé de les refaire, on arrive à les refaire bosser ensemble. Et donc le market découvre les équipes de développement, le développement découvre le job de la finance découvre ce que c'est que la production. Et donc là, faire travailler les gens ensemble pour leur faire imaginer des services innovants, on est en train de remettre une vieille dame debout et de la faire marcher. Donc il faut lui donner un déambulateur, et puis après une canne, et puis après elle marche toute seule. Et donc ça prend beaucoup de temps. C'est ce que nous, on constate sur les transfos des grands groupes qui accompagnent voilà. Donc ça, c'est un peu les deux usages classiques de l'agilité en France, mais il y en a d'autres. Et par contre, l'agilité dans d'autres pays, c'est pas la même chose. En Chine, ça va pas être la même chose. Aux États-Unis, ça va pas être la même chose. En Israël, par exemple, les Israéliens adorent court-circuiter quand il s'agit d'aller de A à C. Ils adorent court-circuiter B, qui est pourtant un point de passage obligé. Et l'agilité leur permet justement de ne pas oublier de passer par ce point B. C'est drôle comme l'agilité en fait est vraiment multi-usage et dans des cultures différentes permet à des gens de travailler ensemble. Ça c'était ma première remarque. La deuxième c'était pour répondre à la question du oui mais alors mes clients me demandent de l'agilité et ils croient qu'ils peuvent changer tout à n'importe quel moment et payer la même chose que... Voilà. Donc nous aussi on a le même cas puisqu'on on développe des logiciels. Donc on met à disposition une force de frappe, on va dire, pour une organisation. Et là aussi c'est culturel, effectivement en France on a une culture du forfait assez horrible, où on a tendance à toujours fixer les trois contraintes, le périmètre, le délai et le coût, et ce qui fait qu'à la moitié du projet, voire à un tiers du projet, voire 2 jours après le démarrage du projet, on se retrouve à faire de la qualité pas terrible, à essayer de ne pas implémenter la totalité des fonctionnalités, à remplacer des confirmés par des stagiaires pour garder le coût, à faire tout un ensemble d'astuces. Je vois que certains réagissent. Vous êtes client, vous êtes fournisseur, vous êtes les deux?
Ouais. Donc avec l'agilité, effectivement, c'est ça qui est pas mal, c'est qu'avec l'agilité, on nous dit, ok, vous pouvez pas, c'est impossible. Soit vous allez piloter par le périmètre, soit vous allez donc vous fixez un timing et un budget, et donc le périmètre va varier, soit vous fixez le périmètre et le timing et le budget vont varier pour atteindre ce périmètre. Dans 95% des cas ou 99% des cas, on choisit bien évidemment de prioriser par le retour sur investissement, par l'impact, donc par le périmètre fonctionnel. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre aux clients. Donc moi, ce que je fais, je mets tous les indicateurs de manière transparente sur la table. Je leur dis, voilà, forfaitairement, vous avez acheté pour 200 000 € de prestations. 200 000 €, ça vous fait 17 itérations. Je dis des chiffres au hasard, hein. N'y voyez pas, calculez pas un TJM ou quoi que ce soit. C'est vraiment au hasard. Ça vous fait 17 itérations avec 5 bonhommes. Donc maintenant, vous, responsable produit client, donc on oblige le client à jouer le rôle de responsable produit. Donc c'est pas nous qui allons prioriser, on l'oblige à prioriser. Et on lui dit, bah, tu as intérêt à générer le maximum de valeur. Et on va te mettre un coach avec toi pour t'aider à comprendre ce que ça veut dire, prioriser l'impact. On va lui donner toute la transparence sur l'avancée, la consommation de ces itérations, sur la possibilité, et c'est là où c'est magique, qu'il a à chaque itération, à chaque fois qu'on relance une itération de dev, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines si on fait du Scrum, de prioriser ce qu'il va mettre dedans, chose qu'il n'a pas du tout l'habitude de faire, puisqu'en général, il écrit un gros cahier des charges, il envoie un appel d'offres, et puis après, pendant 6 mois, pendant 1 an, on ne revoit rien, et on est livré du logiciel du Graal au bout d'1 an. Bon, ça arrive moins souvent. Ou pas, en général, c'est plutôt le cas. Donc voilà comment on fait nous, mais c'est vrai qu'il y a un aspect culturel qu'il faut changer, et ça demande beaucoup de temps au début. Mais aujourd'hui, et je finirai avec ça pour ne pas faire un monologue, aujourd'hui même les grands comptes sont conscients de ça, et que si on veut faire de l'innovation, il faut adopter, il faut embrasser l'agilité à 100%, et ça va jusque certains grands comptes qui mettent en place des contrats agiles. Donc, par exemple, La Poste a un contrat agile, donc ils contractualisent de manière agile, c'est ni un forfait, ni une régie, c'est un truc, on pourra en reparler si c'est un sujet qui intéresse les gens. Qui permet de garantir une certaine vélocité, une certaine rapidité de développement par contrat, mais qui en aucun cas ne garantit un périmètre en début de contrat. Romain ? C'est toujours compliqué parce que quand on attaque l'agilité par rapport au contrat, on l'attaque finalement sans se reposer un certain nombre de questions. On attaque une question qui est déjà très très avancée, alors qu'on n'a pas redéfini le modèle relationnel qui existe entre 3 acteurs. J'espère que vous les avez bien identifiés parce qu'ils apparaissaient clairement dans ce que vous avez présenté. Il y a vraiment ceux qui font, donc l'équipe, donc ceux qui vont faire. Ils ne vont pas que poser des post-it, hein, ils vont aussi coder, ils vont réfléchir. Voilà. Donc ces gens-là sont au cœur. Laurent parlait de DevOps tout à l'heure, mais ça va être tous ces acteurs-là. Il y a clairement la partie cliente, c'est-à-dire la partie métier, celle qui porte le produit, celle qui porte le besoin. Et puis le 3e acteur, c'est toute la partie managériale, c'est-à-dire qui va mettre un cadre qui va permettre de favoriser ou pas. Et c'est vraiment ce rapport à 3 que l'agilité repose, et dire que dans ce rapport à 3, c'est vraiment une relation où tout le monde est dans le même panier. Et donc tu parlais de règles tout à l'heure, et effectivement, l'agilité, c'est déjà accepter qu'il y a une règle, c'est qu'on va travailler tous les 3 ensemble. Donc imaginez que vous mettez votre client, votre manager et votre équipe dans la même pièce et vous définissez des règles de travail. Et vous n'avez pas le droit de faire sortir... personne n'a le droit de sortir ou de regarder ses mails tant qu'il n'a pas contribué à définir comment est-ce qu'il va... quelle va être sa valeur dans ce dispositif. Et ça c'est compliqué parce que moi quand je travaille avec un manager, expliquer qu'il a un rôle dans cette agilité, lui il y voit forcément une agilité opérationnelle, alors à base de Scrum, d'itération, de ce que vous voulez, de méthode. Hein. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire t'assistes pas à tout, c'est logique, un manager... Ce qu'il veut, c'est que ça fonctionne aussi, c'est que ce soit rentable, et puis le client, lui, veut être content. Et pourtant, on a bien des intérêts communs. Et l'agilité repose ça au départ. Et alors, un des intérêts va être le contrat, il arrivera plus tard, mais déjà, c'est quoi l'intérêt commun ? L'intérêt commun, et souvent, ça va être de partager une vision. Déjà, est-ce qu'on a une vision ? Est-ce qu'on partage la même vision ? Est-ce que vous avez déjà eu accès à la vision du projet sur lequel vous êtes ? Est-ce que vous avez une feuille A4 écrite en gros, en gras, signée par tout le monde ?
Parce que parfois même le client ne connaît pas sa propre vision, hein. On est d'accord. Je le dis totalement, enfin, de manière assez drôle, mais parce que souvent l'agilité, on la voit, ça vient de l'informatique. Donc on travaille, on fait beaucoup d'ateliers, c'est pour les informaticiens, on va faire du Scrum pour les informaticiens. Mais de plus en plus, vous avez des clients qui sont demandeurs d'agilité. Ça apparaît de plus en plus dans les appels d'offres. Et on nous demanderons à ce que le soumissionnaire nous propose la méthode agile. Voilà, vous verrez. Donc déjà, quand vous trouvez la méthode agile, vous sentez le loup venir gros comme une maison. Ça veut dire que le client ne sait pas de quoi il parle, mais il a mis agile, c'est moderne. Et comme tout le monde est agile aujourd'hui, le prestataire doit être agile. Donc du coup, il va falloir redéfinir aussi ce que ça veut dire cette agilité. Parce que l'agilité, tu le disais, c'est changer tout le temps. Donc il y a vraiment cette question d'éducation, et c'est ça qu'on repose. Hein. Quand vous parlez de motivation, d'implication, d'autonomie, de responsabilité, et ça peut être très compliqué aujourd'hui, à cette phase de déploiement de l'agilité dans les organisations. On a passé la partie, à mon sens, hein, la partie, on va dire, de tous les geeks. Nous, on est plutôt des geeks méthodologiques avec Laurent. On est moins geek techno, on ne l'est plus. Donc les geeks méthodologiques, voilà, ça, ce premier train vient de passer. Ben maintenant, il y a tout le reste du marché. Donc tous ceux qui se disent, ouais, l'agilité, pourquoi pas. Mais du coup, ça. Et donc, il va falloir faire preuve de pédagogie, d'explication. Et vous pouvez, en tant que fournisseur, même agence web, y compris une agence web, moi je travaille avec des sociétés de services, monter au créneau bien avant que l'appel d'offres tombe et aller voir vos clients et leur expliquer comment est-ce que vous avez envie de travailler demain avec eux. Ça, c'est des choses qu'on peut faire, et ne serait-ce que pour planter des graines. Parce que le jour où vous avez les achats en face de vous et que vous leur proposez un cadre Scrum et qu'ils ne sont pas du tout prêts à recevoir ça, du coup, va se poser la question de mais attendez, vous êtes gentil là. Alors, je comprends que je peux changer. Ça, je garde parce que ça m'intéresse. Je veux le beurre, l'argent du beurre, la crémière et ses copines. Par contre, toutes les contraintes, vous êtes gentil, mais vous les gardez de votre côté. Et là, vous êtes pieds et poings liés et vous allez voir ensuite des experts en disant comment on fait ? Je suis dans une situation bizarre. T'as pas une carte joker, un truc d'agiliste là que je pourrais leur servir ? Tamponner expert, comme ça fait bien. Et là, on est bien embêté. Alors, des fois, on a des réponses, puis des fois, on n'en a pas. Donc, il y a vraiment cette phase amont. On la voit au niveau du client, on la voit aussi au niveau des recrutements. Pour intervenir pas mal dans les universités et auprès des étudiants, vous avez de plus en plus... Les futures générations, elles ont des cours de Scrum, même des projets qui sont conduits en Scrum. Donc, ça veut dire que les prochains embauchés que vous allez avoir, ils sont déjà dans cette culture-là. Quand tu disais que tu n'avais pas envie de revenir en arrière, c'est ça qui arrive demain. Et les futurs clients de demain, ils seront aussi comme ça. Donc, c'est-à-dire que le virage agile, il est quasiment obligatoire aujourd'hui. Donc, il y a une obligation de se reposer la question de c'est quoi ce trio, client, mon équipe, mon client, mon manager, et d'avoir vraiment un lien social fort. Donc, il va falloir discuter avec des valeurs, tout un tas de choses. Donc ça se fait à travers des ateliers. Et puis, il faut préparer les gens en amont. Hein. On leur impose pas ce genre de cadre. Sinon, ça peut être la rupture, effectivement. On passe à la partie 2 du challenge. Les entreprises. Juste avant, quand tu parles d'éducation, d'évangélisation, c'est justement le débat. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Et c'est ce qui coûte beaucoup au quotidien. Puisque je ne l'ai pas dit, mais JetPulp, c'est une grosse agence de 60 personnes, mais c'est une toute petite boîte. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de financer l'évangélisation, en fait. Donc tout ce que l'on fait en amont pour évangéliser, pour expliquer, c'est bien, mais du coup, à un moment donné, ils prennent en effet le meilleur. Et puis, il y en a toujours un qui va dire oui, je vais le bosser en agile, et qui va marquer agile sur le bon de commande, mais qui va être au forfait, et qui ne va pas faire les réunions, et ça va être un fiasco total. Et du coup, on vient dénigrer aussi le concept agile. Donc ça c'est un premier point, c'est quel argument, quelle argumentation vous avez, vous, pour arriver à convaincre de l'intérêt d'une méthode itérative qui soit plus performante que ce qu'on peut nous faire et dire, et qui nous permettrait de gagner du temps sur ce côté évangélisation du marché. Parce qu'il y a un autre point aussi en question, Laurent, c'est que notre monde, c'est pas que les grands comptes. Voire, c'est pas les grands comptes. Nous non plus. Et que du coup, on peut pas tirer le marché que par les grands comptes. C'est-à-dire que les grands comptes, ça fait rêver beaucoup de monde, mais c'est pas la réalité du marché. Le marché, il est sur les TPE, les PME, les ETI. Et ce marché, il concerne plus de monde que les grands comptes, auxquels beaucoup courent après, mais peu les attrapent. Et du coup, le côté les grands comptes y sont, donc c'est bon, oui, mais c'est pas encore descendu, quoi. Les grands comptes sont loin d'y être, mais ça commence à avancer. Alors, ouais. Donc nous, on l'a fait depuis fort longtemps, depuis, je ne veux pas dire 10 ans, mais depuis 6 ans. Ouais, Hervé dit 6 ans. Bon.
Depuis 6 ans, on a essayé d'évangéliser, de faire des petits déj, de sensibiliser, d'aller expliquer 10 fois. Vous comprenez, l'agilité, c'est bien ça. Ça ne veut pas dire que c'est open bar, ça veut dire que vous aurez des obligations, vous aurez aussi des garanties de résultats, mais des garanties de résultats sur les moyens, sur la qualité qui va sortir, sur votre satisfaction, sur le produit qu'on crée avec vous. Ça n'a jamais marché. Donc en fait, aujourd'hui, on va presque dire qu'on est en espèce de grille à l'ancienne, grille de qualif. C'est-à-dire que quand on a un client qui nous envoie un truc comme ça en disant blablabla, vous voyez, le cahier des charges, merci de faire votre chiffrage qui est une estimation, mais quand même, on voudrait que vous vous engagiez sur la totalité du périmètre pour un montant fixe. On fait une qualification, c'est-à-dire qu'on essaie de rentrer en contact avec ces personnes. Si on les connaît, tant mieux, parce que parfois, c'est les achats, le juridique qui ne laisse pas passer un appel d'offres 100% agile, parce qu'ils n'ont pas de forme pour le faire. Mais derrière, les gens sont agiles. Ils ont déjà fait des projets agiles. Et quand on leur dit vous êtes conscient que vous n'aurez pas ce qui est dedans, ils disent évidemment, c'est pour ça qu'on a mis agile. Et c'est parce qu'on ne sait pas exactement où on veut aller. On connaît la direction, mais la destination finale exacte, on ne sait pas encore exactement où. C'est pour ça qu'on a besoin d'y aller en agile. Et on dit ok, vous savez, vous semblez penser, voilà. Et puis d'autres qui mettent juste agile parce que c'est à la mode, comme tu dis. Et où là, soit on n'y va pas, soit on fait un petit pilote avec eux, soit on leur dit on va pas le faire de manière forfaitaire avec vous, on va le faire de manière régie, et si vous voulez pas le faire avec de la régie, faites-le avec d'autres sociétés. Donc on arrive jusqu'à faire de la qualif comme ça pour pas se faire attraper, parce que les enjeux pour nous sont importants comme pour vous. C'est la même chose. Tu mets donc aucune différence entre la régie et l'agilité? C'est pas du tout la... Je parle pas... Non. En fait, t'as dit on va passer en mode régie. Ouais, parce que moi je suis très gestion des risques. Oui, c'est pour ça. Mais c'est le réflexe qu'auront systématiquement les clients. Et oui, vous allez vous mettre en régie du coup. Oui, mais dans la réponse à appel d'offres qu'on va leur faire, on va s'engager à fournir un dispositif projet. Et le dispositif projet, c'est pas juste des copies, juste des procédures d'escalade. On va mettre carrément la description du rôle de chacun, de ce qui est attendu, des réunions qui doivent avoir lieu, de ce qui doivent sortir de ces réunions, des décisions qui doivent être prises, des engagements de chacun. Donc on fait un contrat un peu plus sophistiqué, même si au final c'est de la régie. Régie, c'est bien, il faut bien le comprendre, c'est une forme contractuelle pour consommer du service. Ça ne veut pas dire que ce service ne doit pas être présenté de manière intelligente et de manière... c'est pas la question, c'est que les personnes, par rapport au forfait dont on parlait, que tu exprimais clairement qu'on avait un pays qui était quand même très orienté sur le forfait, les personnes ne veulent pas payer le temps qu'on y passe, ils veulent payer le prix qu'ils commandent. Et ça, c'est une conception très particulière qui fait que dès que tu vas passer sur le côté agilité ou le côté régie, ou le côté, ils vont payer le temps que tu y passes. Et l'argument... simple de dire vous allez avoir un meilleur produit à la fin qui correspond mieux à ce que vous voulez parce que vos besoins auront évolué pendant la durée du projet et à la fin du coup le produit correspondra mieux à vos attentes finales que celles du début. Malheureusement cet argumentaire là ne suffit pas à nos clients, à nos prospects en tout cas. Donc c'était récupérer les arguments que vous aviez tous deux pour y répondre. Moi, j'ai fait un atelier chez Keolis. Keolis, c'est ceux qui gèrent les bus, les vélos, système de transport, justement. J'ai été missionné par une société de service. En gros, ils étaient en phase d'appel d'offres et ils m'ont envoyé au front en disant, voilà, tu vas préparer le terrain agile. Donc, j'arrive, j'ai en face de moi RH, marketing, qu'est-ce que j'avais d'autre? La future chef de projet métier qui venait fraîchement d'être recrutée, qui arrivait, ne savait pas trop où elle arrivait. Et donc j'avais donc je leur présente l'agilité, le truc, le périmètre, le machin, puis évidemment donc tout le monde adore la partie super variable. Et arrive la question que tu poses, parce que tu es assez insistant quand même depuis tout à l'heure. Hein, on sent que tu challenges là. Ouais. Moi j'ai une réponse assez simple. Du coup, c'est qu'à un moment donné, je suis arrivé un peu à court d'arguments, parce qu'en fait, je sentais bien en plus que plus on argumente, à un moment donné, on sent que plus on argumente, plus on génère de l'antithèse. C'est-à-dire que, donc, quand vous commencez à sentir que ça arrive, surtout levez le pied et arrêtez de donner des arguments. Parce que, voilà. Non, c'est pas fini.
Et du coup, donc, après, là, on le voit du côté du fournisseur. On a eu toute une discussion sur le fournisseur. Donc, j'ai essayé de prendre le gouvernail et de revenir côté client. C'est-à-dire, à quoi est-ce que vous allez vous engager? Parce que, donc, on reprend chacun des points. Budget constant, donc vous engagez à payer, déjà. C'est tout bête, mais il vaut mieux le revalider avec tout le monde. Hein. Parce que des fois, il y en a un qui peut émettre... vous sentez, quand il a le sourcil qui bouge comme ça, qu'il était en train de préparer une magouille. Plus sérieusement, pour avoir quelque chose de fixe, donc par rapport à une commande fixe, et c'est là où ça a été très drôle, c'est que je leur ai demandé j'ai écrit une charte. En tant que client, je m'engage à... et je signe sur l'honneur, à ne pas changer mes demandes, à ne pas faire évoluer mes demandes pendant toute la durée du projet. Parce que c'est la seule condition finalement pour qu'un prestataire finalement garde son engagement initial constant. Et ben, j'en ai aucun qui a voulu signer cet engagement-là. Aucun. Aucun, parce qu'en fait ils ont dit ben non, déjà on ne sait pas tout ce qu'on veut. Je leur ai également demandé de signer, il y avait une clause qui disait « Je m'engage à certifier que mon cahier des charges est clair et explicite à chacune des lignes qui composent son cahier des charges. » Ah bah non, parce que le paragraphe 4.5, il est justement, on ne sait pas encore trop ce qu'on va mettre. Et du coup, c'est devenu drôle et suffisamment risible pour leur faire prendre conscience qu'ils étaient en train de mettre en difficulté, parce que ce qui se passe derrière, c'est que ça joue contre eux. Hein. Parce qu'à la rigueur, s'ils poussent bien, toi, en tant que fournisseur, tu feras... une remise commerciale, tu prendras un stagiaire, enfin tu trouveras un moyen de garder ta marge, hein, de toute façon, c'est ce qui se passe. Mais ça se fera au détriment à un moment donné de la qualité. Et donc là, soit il y a une prise de conscience, et en fait les clients, la plupart, vont vous concéder quand même que c'est vrai qu'ils ne pensent pas à tout, c'est vrai qu'ils vont changer, c'est vrai qu'ils vont avoir besoin de souplesse. Et donc là, on peut avoir une petite porte d'entrée. En tout cas, moi, je l'ai trouvé sur un terrain qui était assez aride, déjà, assez rigide. Il m'est arrivé une fois d'avoir un client qui ne voulait rien entendre. Effectivement, ça s'est passé comme disait Laurent, c'est-à-dire que, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de prestataire, d'ailleurs, du tout. Donc, ils étaient bien embêtés, personne n'a voulu répondre à leur appel d'offres. Donc, c'est ça aussi. C'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que l'agilité remet en question des droits. Il faut voir que en tant que fournisseur, et je le dis d'autant plus que j'ai été du côté société de service, on a aussi une responsabilité dans l'éducation de nos clients qu'on entretient depuis des années, à force d'excès de professionnalisme, à leur donner beaucoup trop de choses. Il y a trop de gens qui s'en resservent et on n'a pas assez replacé quel est le rôle d'un client. Et il y en a plein d'ailleurs qui ne savent pas ce que c'est qu'être client au sein d'un projet et qui du coup de manière très empirique réagissent de ces manières-là. C'est pas contre vous, hein, c'est pas contre nous d'ailleurs, c'est juste qu'elles ne savent pas réagir autrement, parce qu'elles ont peur, parce que c'est très risqué aussi. C'est plus facile de faire porter ce risque par un fournisseur que par quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment une notion d'accompagnement. Voilà, donc tu l'as compris, il n'y a pas de recette magique. Et ça dépend du contexte. C'est comme ça qu'on répond avec Laurent, ça dépend. Julie, une question avant de passer la parole au public. Alors j'ai juste une question toute simple. Pour vous, l'agilité, c'est plutôt une affaire de méthode et de pratique ou plutôt un état d'esprit et une culture ? Et vous répondez vraiment à la question, merci. Cette fois-ci, merci de répondre à la question. Alors c'est ce qu'on a essayé d'exprimer, mais du coup pas assez clairement. C'est que il y a trois niveaux dans l'agilité. Il y a le niveau historique qui est plutôt les pratiques d'ingénierie logicielle. Donc ça c'est plutôt... Ça va même jusqu'à... Tout le monde, même les gens qui font du cycle en V, vous utilisez des pratiques d'ingénierie logicielle agile. Je ne sais pas si vous connaissez l'intégration continue. Ouais. L'intégration continue, c'est un des principes de développement, un des outils de développement qui a été formalisé dans la méthode XP, qui est une méthode agile. Et cette méthode fonctionne tellement, ce principe de développement fonctionne tellement bien que c'est utilisé partout. Après, il y a le deuxième niveau, on va dire les cadres méthodologiques, où on a un certain nombre de méthodes, dont la fameuse méthode Scrum. Donc ça, c'est... Oui, il y a un cadre méthodologique qui est super simple à appliquer, il ne faut pas faire croire que c'est compliqué. Et après, il y a le troisième niveau, qui là se frotte au culturel, au management, à l'état d'esprit, à la capacité d'assumer ses choix, à la capacité d'avoir de la liberté d'action, d'avoir le droit à l'erreur, de remettre l'entreprise en avant, enfin de remettre l'entreprise en marche.
Et là, c'est la grosse partie, effectivement. Et là, on n'a pas de recette toute faite. On a énormément d'ateliers, on a énormément de petites techniques de coaching pour débloquer des situations conflictuelles entre deux individus, entre un individu avec lui-même, dans une équipe, entre deux équipes. Mais c'est un travail qui est un travail de couturière. Enfin, c'est du travail très très fin à faire. Et donc le but étant de rendre une entreprise agile une fois que l'ensemble de ces personnes sont agiles. Donc on travaille même au niveau des comités de direction pour eux aussi qu'ils soulèvent un petit peu cette chape de plomb. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, hyper clair, franchement. Deuxième tentative. On essaye de se la faire plus vite parce que Luc a encore une question un peu à vous poser. Puis après, Donc, je pense qu'eux aussi. D'être plus rapide et de répondre à la question. Nous, on porte intrinsèquement cet état d'esprit et cette culture. Statistiquement, vu le nombre que vous êtes dans la salle, malgré toute la passion qu'on peut, j'espère, mettre dans ce micro et dans les réponses qu'on donne, il y a forcément un état d'esprit qu'on n'arrivera pas à faire passer à certains d'entre vous parce que vous aurez plein d'objections et c'est un petit peu ce à quoi on se confronte. Donc oui, c'est une histoire de culture et d'état d'esprit, mais c'est aussi un doux rêve. Et clairement, si on veut avoir des résultats, il faut l'outiller. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup de méthodes. Moi, je sais qu'il y a des boîtes où la partie culture et état d'esprit, je la cite au début de la formation, et puis très vite, on va sur la partie outillage parce que c'est ce que les gens demandent. Et on a des résultats, peut-être pas autant sur du moyen et sur du long terme que si on avait véritablement cette culture. Mais la culture, on ne peut pas la faire avec nos petits bras. Voilà. Il faut aussi que les gens soient volontaires. Il y a aussi la culture de l'entreprise. Nous, on est des tiers. Donc on a aussi une capacité à être sorti très rapidement, à heurter. Il y a des choses qui sont en place. On ne peut pas briser une barrière qui a été déjà posée, et sans doute pour des bonnes raisons, donc on va être aussi très vigilant là-dessus. Donc oui, il y a une culture et état d'esprit. Moi, une fois, il y a même quelqu'un qui m'a questionné pendant la formation en me disant « Mais d'où ça vient cette notion d'obligation de travailler en équipe ?» Donc quand vous recevez ce type de questions-là, imaginez comment j'ai galéré pour trouver répondre. Hein. Eh bien oui, mais si vous mettez à la place de cette personne, elle est légitime, elle est pertinente, sa question. Donc là, on est sur une culture de... Enfin, je ne sais même plus où on est, et pourtant, ça se pose. Donc il y a vraiment une question d'éducation, d'envie aussi. Il y a aussi qu'est-ce que vous avez envie de donner au sein de cette équipe, hein. On ne peut pas faire le job à la place des gens, il faut que les gens aient envie à un moment donné. Donc c'est quoi les envies et les motivations de vos collaborateurs? Voilà. Motivés à coller des post-it, oui, mais ça va au-delà, quoi. Quotidiennement... Parce que vous avez envie de voir la bouille de tout le monde, tous les jours, des meetings, de voir la bouille de votre client. C'est ça hein, qu'on est en train de dire. Hein. De se dire des choses qui, des fois, font mal, de gérer des difficultés très régulièrement, pas juste à la fin du projet, mais un peu tout le temps. Donc ça demande du courage, ça demande... voilà, c'est ces questions-là qu'on essaye d'avoir. Maintenant, si vous demandez une question, une personne, est-ce qu'elle a du courage, elle va vous dire, oui, enfin, normalement. J'ai répondu, Maud? Un petit peu. Un petit peu. Allez, Luc, attaque la dernière question. Non, c'est bon? Allez, à vous de les challenger. On est méchants avec eux, on les taquine, mais allez-y, continuez. On est volontaire, hein, on avait signé. Ouais, ils ont signé. Merci pour le débat. On va parler d'un cas de figure là où Laurent, tu as parlé donc de 17 sprints pour 200 000, hein, c'est des chiffres aléatoires. Moi, j'ai une question à laquelle je n'ai toujours pas trouvé de réponse dans ce que j'ai lu sur les méthodes agiles et sur Scrum. Étant donné qu'en début de projet, on reste à un niveau assez global et que donc on détaille au fur et à mesure ce qui va être réalisé avec le client, comment, en début de projet, est-ce qu'on va sizer la taille globale du projet? Comment on va déterminer que pour faire ce qu'il veut a priori, même si c'est flou au niveau du périmètre fonctionnel, hein, on fixe les coûts et le planning, on fait varier le périmètre fonctionnel, comment on décide si on lui vend 17 sprints, ou 12 sprints, ou 8 sprints? Voilà, c'est ça ma question. Comment est-ce qu'on fait le sizing global du projet? Comment on annonce un chiffre au début si on doit vendre un software en agile? Il y a plusieurs réponses. Il y a le doigt mouillé, ça fonctionne bien. C'est très rapide. Et globalement, vous aurez des résultats qui sont à 10%, plus ou moins 10% du résultat final. Statistiquement, c'est vrai. Hein. Vous avez le client qui sait déjà ce qu'il veut, qui sait déjà sizer le projet. En gros, qui a une enveloppe. C'est souvent plus facile de sizer par rapport à... Le top du top, moi je trouve, c'est quand vous demandez le jalon à un client. C'est-à-dire qu'il ait un jalon extrêmement fort.
Je sais pas, une saisonnalité, vous devez être prêt pour, je sais pas, les ventes de Noël, donc vous devez être prêt mi-juillet de l'année, ce genre de choses. Puis sinon, après, vous faites comme tout bon consultant. Vous paluchez le cahier des charges, vous réunissez un comité d'experts, et puis vous pondez un énorme fichier Excel de 350 lignes, et vous arrivez au résultat qui n'est pas très loin du doigt mouillé que vous avez fait 2 jours avant. T'as mieux, Laurent ? Laurent ? Juste pour éviter d'y passer trop de temps, ça ressemble un petit peu. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lit le cahier des charges. On réunit les experts, donc il y a en général un Scrum Master, 2 devs, un confirmé et un junior. On rebalaye toutes les fonctionnalités, idéalement avec le client. Et ça, c'est génial. Il y a des clients maintenant qui disent « Ok, vous voulez répondre à notre appel d'offres. On vous met 2 jours de notre expert métier à dispo. Vous venez chez nous et vous posez toutes les questions. » Déjà, les clients qui sont dans cet état d'esprit, ils ont déjà plein de points pour qu'on réponde en agile. Bref, mais j'en connais que un qui fait ça. Mais maintenant, il y en a plein. Non, mais voilà. Et alors nous, on fait par estimation magique, on compare les fonctionnalités les unes par rapport aux autres avec une suite de Fibonacci. Et après, on fait un carottage sur 2-3 et on essaye de faire une conception vraiment détaillée. On fait pas la conception détaillée sur tout, quoi. Comme on faisait à l'ancienne, où on mettait 2 semaines à faire le chiffrage. Là, en 1 jour ou 2, c'est fini et c'est pas plus mauvais. C'est pas meilleur, hein, c'est pas plus mauvais. Une autre question ? Je travaille au sein d'une DSI d'un grand compte, comme vous dites, qui a décidé il y a peu de temps de devenir agile. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. On est accompagné par une grosse boîte de conseil qui vient de nous expliquer que oui, on allait faire de l'agile, mais qu'on allait tout adapter. Or, on lit dans la littérature agile qu'on commence à faire de l'agile en faisant que de l'agile. C'est-à-dire si on choisit Scrum, on applique la méthode Scrum et on n'en sort que quand on a compris comment on fonctionnait en Scrum. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Donc la question, on va dénigrer les concurrents. Non, déjà, c'est pas nous. Non, moi je suis... Nous avons certainement une solution adaptée à votre contexte. Non, plus sérieusement, si, je vais quand même, ça va être mon instant troll. L'agilité est un énorme business qui s'est développé, on va pas se mentir, depuis 5-6 ans que voilà, on était assez peu d'acteurs. Vous tapez coach agile sur LinkedIn, vous allez voir le nombre de coachs agiles, hallucinant le nombre de coachs agiles. On pourrait remplir un centre des congrès rien qu'avec tous ceux qui existent. Il y a beaucoup de boîtes qui se mettent sur l'agilité, très peu qui sont visibles en termes de contribution communautaire et ainsi de suite. Donc je ne sais pas ce qu'on vous a proposé, je ne sais pas quel est le diagnostic, j'imagine que ces gens sont très compétents. Mais il y a clairement il y a des dogmes. Moi je sais que quand j'ai démarré il y a 5 ans, quand j'arrivais dans une boîte, je leur disais il y a une méthode, c'est génial, vous allez faire du Scrum. Voilà. La chance du débutant a fait que mon premier projet a très bien fonctionné en Scrum, et la chance du débutant a fait que le deuxième s'est cassé la gueule, j'ai pas compris pourquoi. Parce que c'est simple, quand vous avez des acteurs qui sont assez novices sur le sujet, on a quand même une tendance assez dogmatique. Enfin, moi je le confesse, j'ai fait des erreurs. Et ce dogme fait qu'aujourd'hui il y a une méthode que vous entendez partout qui s'appelle Scrum qui fonctionne très bien. Sauf qu'il y a plein d'environnements où Scrum c'est pas du tout adapté, et ça on le dit pas assez en tout cas, enfin pas assez à mon goût. Et donc oui, il y a besoin de contextualiser les choses, ça dépend du contexte. Je disais tout à l'heure, on peut pas casser des barrières qui ont été posées, pas pour des bonnes raisons. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire chez vous. En tout cas, je garderai mon droit d'être sceptique puisque cette agilité, elle doit vous appartenir. Ce n'est pas les consultants. Les consultants, ils passent et ils ne reviendront pas après. Il ne faut pas que vous soyez sous perfusion d'une entreprise. Ce n'est pas très bon. Ça répond à votre question ? En partie. Tu fais l'autre partie, Laurent ? Ouais, en fait, c'est vraiment contextualisé parce qu'il n'y a pas de réponse en général. C'est vrai qu'à chaque fois, quand on intervient chez des clients... on essaye de partir de la situation actuelle et de l'améliorer de manière progressive. On ne va pas arriver en déployant tout du jour au lendemain, du sol au plafond. Ça marche pas trop. Surtout maintenant, avec nos projets innovants qui partent dans tous les sens, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Donc plutôt, en général, nous, on voit grand, c'est-à-dire on veut transformer l'entreprise.
Mais déjà, on commence petit. Si jamais on arrive à déployer Scrum au niveau d'une équipe de dev, c'est bien. Puis après, on va essayer de faire en sorte que le responsable produit gère réellement son produit de manière agile. Donc on va le faire accompagner. Puis après, on va essayer de faire travailler 2 équipes de dev qui ont des interdépendances entre elles, parce que ça, c'est un gros sujet aussi. Et puis après, on va remonter au niveau sponsor, au-dessus, parce que le sponsor, il faut qu'il commence à s'acclimater. Mais il s'acclimatera que lorsque, paf, vous lui aurez fait une belle présentation, quand il aura du sonnant et trébuchant, qu'il y aura eu 2 succès de projets qui ont réussi à collaborer, se synchroniser, sortir une version 2 fois plus rapidement qu'avant, ou 30% moins cher, enfin j'en sais rien, qu'il ait des choses factuelles. Puis après, on remonte comme ça au fur et à mesure. Donc en général, c'est pas Big Bang, nos approches, c'est plutôt itératif. Donc on fait même de l'itératif dans le déploiement de l'agilité. Parfois, comme disent les grands pontes, les signataires, parfois il y a une méthode boîte à chaussures qu'on peut poser sur la table et qui correspond exactement au contexte du projet. Et parfois il n'y a rien qui correspond et il faut mettre en place juste l'itératif tout seul ou le visual management tout seul. Après travailler sur le product ownership séparément, pas du tout de la manière classique. Donc la même réponse que Romain, mais formulée différemment, contextualisation. Mais c'est pas possible, c'est pas impossible qu'un grand vous dise que vous êtes un cas exceptionnel, donc il faut faire quelque chose d'exceptionnel pour vous et pas faire les méthodes classiques. Bon, on n'a plus le temps. Je vais vous demander de les applaudir parce que l'exercice n'était pas évident et qu'ils s'en sont quand même bien sortis.